Je vais céder la parole à Sophie Hubert de la Concertation Wallonne des acteurs qui travaillent avec les MENA ou ex-MENA également pour un éclairage de la concertation justement et sur les aspects territoriaux qui vont au-delà de notre petit territoire et avec qui nous travaillons depuis quelques années. Merci au CRIPEL pour son invitation. David m'a demandé de vous parler d'un point assez précis de la concertation. Juste un mot sur la concertation wallonne, elle n'existe pas depuis très longtemps, mais depuis décembre 2019, avec une période de confinement qui ne facilite pas le travail en réseau, justement. Il y a des groupes de travail, autonomie, regroupement familial et d'autres groupes en création pour l'instant au niveau de la santé mentale. Et ça continue à évoluer parce que le travail de réseau est en réseau. Mais il est continu parce qu'il y a aussi des travailleurs qui changent et donc il faut régulièrement remettre les choses au travail. C'est d'ailleurs ce que fait entamer David depuis plusieurs mois. Et donc ici, il me demandait de parler d'un point particulier de la concertation, c'est la mise sur pied du projet IDO. Le projet IDO, c'est un projet alternatif à la scolarité pour les jeunes exilés de 16 à 22 ans. Je ne vais pas m'étaler sur le projet, ce n'est pas l'objet là maintenant, mais je pourrais répondre à des questions tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc pour des jeunes qui sont infrascolarisés, qui ont des vulnérabilités multiples, pour qui ça ne fait pas sens d'aller à l'école, qui n'ont pas leur place, qui ne trouvent pas leur place dans un dispositif d'ASPA qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas accessible à tous, on va dire comme ça, ou qui ne répond pas aux besoins de tous. Et donc ce projet, il n'est pas né de nulle part. Comment il a abouti? Il y avait déjà un projet qui était mené depuis 2010, donc de 2010 à 2020, par l'association Joseph de Namur, qui est l'association, vous connaissez peut-être mieux le centre El Paso à Gembloux, donc qui accueille des MENA. Il y a une quarantaine de MENA au centre, plus des jeunes qui sont en ILA phase 3 sur Namur et Gembloux. Donc l'association avait créé un projet avec le centre de services aux entreprises de Nouveau Saint-Servais qui se trouve à Saint-Servais. Et donc les jeunes là à ce moment-là étaient encadrés sur le site de Nouveau Saint-Servais. Ils faisaient du travail polyvalent au niveau travail du bâtiment et des formations en français langue étrangère. C'est un projet qui a été subventionné par l'aide à jeunesse, puis par la MIF au niveau européen et la région wallonne. Une particularité, elle n'a jamais été subventionnée par l'enseignement, par exemple. Pourtant, ça pourrait être une de leurs compétences. Et donc c'est un projet qui a pris fin en 2020 pour plusieurs raisons. C'est un projet qui aurait dû évoluer. Ça a été juste, vous savez, 2019-2020, le confinement, ça n'a pas été simple de clôturer ce projet. Et puis aussi parce que l'association Joseph de Namur, elle accueille des MENA. Donc c'est un centre phase 2 là-bas et phase 3 pour ceux qui sont en ILA. Mais ce n'est pas sa mission de faire de la scolarité, même si c'est alternatif. Et donc moi quand j'ai commencé la concertation au moment où le projet s'est terminé, donc je n'ai pas vraiment connu concrètement ce projet. J'avais aussi comme mandat, je disais, il y a quelque chose, il y a une demande, il y a un besoin là, il faudrait revoir quelque chose. Et donc la conclusion de ce projet, c'était qu'il fallait poursuivre cet apprentissage du FLE en lien avec un savoir-faire ou des ateliers, que les jeunes étaient en demande de pratiques professionnelles en rapport avec des métiers divers, mais qu'il fallait aussi un accompagnement assez important, un accompagnement social, psychosocial de ces jeunes, parce qu'on constate que les jeunes ne sont pas hyper présents, on va dire, et qu'ils ont besoin d'un soutien pour les motiver, les encadrer. Et c'est vrai que quand ils sont ou en phase 3 ou en autonomie, mais il n'y a plus quelqu'un un peu derrière comme en phase 2 où l'éducateur est là pour leur dire c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de prendre son train d'aller. Oui.
Ah, pardon, excusez-moi, je vais vous expliquer alors. Donc, quand le jeune arrive, il est d'abord dans un centre d'observation d'orientation qui est en phase 1, plus ou moins un mois, voilà. Et puis de là, il est orienté vers un centre collectif, phase 2. Donc ça peut être un centre fait d'asile ou géré par des partenaires comme la Croix-Rouge ou comme Caritas. Donc là, ce sont des centres collectifs. Alors, c'est variable. Il y a aussi le plan MENA. Donc là, ce sont des places qui sont gérées à la fois qui sont gérées par l'aide à la jeunesse, sans passer par SAJ, SPJ. Donc c'est l'administration directement de l'aide à la jeunesse qui a ouvert des places au moment de la crise de l'accueil de 2015, quand il y a eu beaucoup d'arrivées de Syriens. Donc il y a des places comme celle-là qui sont dans des centres spécifiques au MENA. Donc les normes d'encadrement sont un peu variables en fonction du centre dans lequel arrive le jeune, puisque vous voyez qu'il y a des cadres, il y a Fait-d'Asile, il y a la Croix-Rouge, il y a Caritas, il y a le plan MENA. Il y a quelques places, notamment à El Paso, vraiment aide à la jeunesse, consacrée pour les MENA. Sinon, a priori, les places ne sont pas spécifiques aide à la jeunesse MENA. Donc ça, c'est la phase 2, c'est le collectif. Et puis, en principe, lorsqu'ils ont un titre de séjour, parce que parfois il y a aussi des informations, enfin c'est pas des circulaires, je ne sais plus comment ils disent à Fait-d'Asile, des instructions, merci Sophie, des instructions qui font que les choses sont un peu différentes en fonction de surnombre ou des choses comme ça, mais en principe, quand ils ont un titre de séjour, qu'ils ont 16 ans et qu'ils sont jugés suffisamment autonomes, ils vont ce qu'on appelle en phase 3, donc ça ce sont des ILA, initiatives locales d'accueil, qui sont en lien avec les CPS, et là ils sont accompagnés pour préparer l'autonomie, 6 mois, 1 an, enfin ça dépend un peu de l'âge auquel ils arrivent et leur autonomie, enfin voilà, et s'ils vont, certains accèdent à la majorité aussi, donc voilà, ils doivent quitter ce système-là. Voilà, c'est très rapidement brossé, et au-delà de la phase 3, il n'y a plus rien de prévu, en tout cas structurellement. C'est les services généraux de l'aide sociale qui doivent encadrer ces jeunes, mais il y a quelques services qui continuent à accompagner ces MENA ou ex-MENA, s'ils ont atteint la majorité. Et il y en a notamment sur Liège, il y a Live in Color, il y a SAM, Liège. Avant, il y avait Mentorescal qui n'est plus sur Liège, mais qui est toujours sur Bruxelles et Namur. Et Caritas aussi, je pense, continue à suivre. Voilà. Voilà, donc voilà pour la phase 1, phase 2, phase 3, et puis pour l'autonomie. Donc voilà, donc je vous disais, c'est un projet, ici projet IDO, il est un peu issu de cette réflexion de l'ancien projet. Il s'est aussi inspiré d'autres projets qui existent. Il y en a 2 sur Bruxelles qui s'adressent à des jeunes exilés. Il y a la petite école Etchai, la petite école qui s'adresse plus à des jeunes pas préscolaires, mais avant l'entrée en scolarité, donc des jeunes plutôt de 6 à 14 ans, et dont l'objectif est de travailler la préparation à l'entrée à l'école, on va dire. Voilà, je résume un peu, je simplifie. Chai accueille plus des adolescents pour qui l'école ne fait pas trop sens, ou bien ils sont infrascolarisés, un peu plus comme le public de IDO, on va dire. Donc ça, c'est sur Bruxelles. Et alors, une autre inspiration, c'est Solidarité. Donc ça, qui sont des projets qui sont un peu partout sur la région. Il y en a à peu près un par province. Je pense, c'est pas lié aux provinces, c'est souvent des AMO qui développent ces projets-là. Mais il y en a un sur Liège. Il y a Solidarité Liège et il y a une SBL aussi, Solidarité Bruxelles, qui accueille des jeunes de 16 à 25, je pense. Qui sont en décrochage scolaire, on va dire. Voilà. Mais autochtones aussi, je veux dire, il n'y a pas un public spécifique. Ils accueillent parfois d'ailleurs des MENA ou ex-MENA, ça peut arriver. Donc voilà, ça c'est un peu l'inspiration. Alors comment on est arrivé à construire le projet IDO? Au départ, moi j'ai fait des réunions de secteur, des réunions de groupes de travail, scolarité, formation au sein du secteur. Il y en a eu plusieurs pour essayer de voir autour de la table qui était intéressé par quoi en fait, faire un peu un appel au partenariat. Identifier des partenaires, ils vont identifier d'autres besoins. Il y a d'autres besoins pour lesquels il y a encore du travail à faire, évidemment.
Le travail en grand groupe, c'est pas forcément évident que les personnes se manifestent dans ce genre de groupe. Donc j'ai aussi pris énormément de contacts particuliers pour essayer aussi moi de me faire un peu une vision des choses. Il y a toujours la question quand on a une idée éventuelle de projet avec d'autres partenaires, mais c'est aussi la question du budget, comment on va financer ça. Il y a eu les appels à projets FSE, AMIF et autres. Si vous êtes habitué des appels à projets européens, c'est pas simple. moi, je travaille toute seule. Et voilà, envisager un projet FSE, c'était pas... ça paraissait un peu complexe, donc on est allé plutôt vers un projet AMIF un petit peu plus simple, quand même, peut-être, sur la construction du projet. Alors la question est de se poser aussi de savoir si on rentrait un projet ou un projet plus global. Enfin voilà, toutes ces questions, elles se posent. Il y a les questions aussi de délai pour rentrer un projet, il y a la question de mobiliser sur un large territoire, ce qui était un peu l'idée au départ, mais ce qui est évidemment plus complexe de rassembler autant de forces vives, si on parle de toute la région wallonne, avec des intérêts parfois ou des besoins un peu divergents en fonction aussi des régions. Je vous dis aussi les délais. Donc au final, il y a plusieurs partenaires. J'avais contacté par exemple des AMO et d'autres services autonomie pour voir, qu'est-ce que vous pensez de ces idées? Oui, on est partant, mais on n'a pas les reins solides pour mener un projet FSE. Enfin, il y a aussi ces aspects-là. Il faut souvent des fonds propres en partie pour pouvoir gérer ce genre de choses, ce qui n'est pas simple du tout. Et donc finalement, c'est un projet AMIF qui a été mis sur la table et c'est l'AMO Passage à Namur qui a été partenaire. Alors c'est plus qu'un partenaire parce que c'est en fait eux qui mènent le projet, qui ont déposé le projet, parce que le service pour lequel je travaille à concertation, enfin que je travaille pour la Fondation Joseph de Namur qui coordonne ce projet, ne pouvait pas déposer pour des raisons administratives liées à l'AMIF, on ne pouvait pas déposer nous le projet, donc c'est eux qui l'ont déposé, et la concertation garde un rôle de comité d'accompagnement dans le projet, et moi je participe aux évaluations internes, mais donc c'est vraiment eux maintenant qui concrètement mènent le projet. Dans un projet AMIF, il faut aussi chercher 25% du budget. Donc, en dehors des réunions qu'on a eues pour construire ce projet avec l'AMO et au départ avec d'autres AMO, mais qui finalement se sont retirés parce que, projet européen, il faut des fonds, il faut de l'énergie dans l'équipe, etc. Donc, on a réduit un peu les prétentions. Et puis, il faut aussi chercher, je vous dis, 25% du budget. Et ça, c'est pas de nouveau, il faut les trouver. Donc là, ici, c'est l'AMIF qui a accepté le projet et on a des financements de l'aide à la jeunesse, de l'enseignement, pas grand-chose de nouveau, et un tout petit peu de la région, puisque moi, mon poste est financé par la région, donc on intervient un tout mini peu. Le projet, il a été déposé en mars 2022. On devait avoir une réponse l'été, puis septembre, enfin bref, on a eu la réponse en décembre. Et le projet a pu démarrer en avril 2023 parce que on devait engager un temps plein et demi pour mener le projet, et donc le temps de faire l'engagement. C'est un projet tout récent, donc les premiers jeunes ont participé au projet l'année scolaire passée jusqu'à juillet. C'est un projet qui fonctionne sur le timing, le calendrier scolaire plus ou moins. Et donc, il a redémarré ici en septembre. Pour l'instant, il y a 7 jeunes et quelques-uns qui vont encore rentrer ici prochainement, qui participent. Donc, je vous ai dit, il y a une évaluation interne, il y a un comité d'accompagnement avec des personnes externes pour avoir un regard aussi sur le projet. Voilà, ça s'est très rapidement dressé la construction de ce projet, mais quand il y a une construction de projet, il y a effectivement toujours tout le monde a ses contraintes, tout le monde a ses compétences, a son mandat, a ses contraintes institutionnelles, et c'est un peu tout ça qu'il faut, les besoins du terrain, la recherche du budget, c'est un peu tout ça qu'il faut combiner pour pouvoir répondre à quelque chose. C'est un projet pilote. Les perspectives, on espère qu'il y aura une évaluation positive en 2025 pour poursuivre jusqu'en 2027, ça c'est dans le cadre du projet AMIF, voire d'extension, on ne sait jamais, faut toujours voir plus loin, et puis aussi garder le cap de l'essence du projet,
de l'accueil de jeunes infrascolarisés. Donc, ce n'est pas pour accueillir des jeunes qui auraient leur place en DASPA. Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, garder ce cap pour ce public plus fragilisé qui ne trouve pas sa place ou sens dans ce qui existe déjà. Parallèlement à cette construction de projet, il y a eu des réflexions continues et qui continuent d'ailleurs. Je vous ai parlé de la petite école. La petite école a fait une recherche-action avec la Code sur justement l'accompagnement de ces jeunes infrascolarisés. Il y avait un workshop vendredi dernier. Et donc cette réflexion, elle continue aussi avec d'autres partenaires sur cela. Et puis, depuis 2020, même depuis fin 2020, c'est ça. Toujours parallèlement, on a eu des réunions avec le cabinet enseignement. Quand je dis nous, c'est la petite école, Chai et moi pour la concertation, pour faire reconnaître ces projets qui existent au niveau du cabinet de l'enseignement. Donc ça, c'est un travail qui se fait en parallèle. Donc d'un côté, il y a essayer de répondre, pas immédiatement, mais essayer de répondre par des projets pilotes aux besoins du terrain et chercher les budgets, les financements pour ça, mais essayer de pérenniser aussi ce travail. Et donc la Chai et la petite école, ils existent depuis, Chai c'est depuis à peu près 2015, la petite école à peu près aussi. 2015-2016, puis plusieurs années comme ça. Et donc, ils avaient déjà eu aussi, eux, des contacts pour essayer de se faire reconnaître. Et donc, on a eu toute une série de réunions avec le cabinet de l'enseignement. Pourquoi rien que les trois ? Parce que le cabinet n'a pas souhaité étendre, en fait, la discussion. Parce que, voilà, moi, je leur ai posé, mais pourquoi on n'étend pas la discussion ? Mais, voilà... Vous préférez ne pas étendre par crainte de décevoir les associations parce qu'ils ne savaient pas du tout vers quoi ils allaient et si ça pourrait aboutir à un moment donné à quelque chose. Donc il n'y a pas eu d'extension de la discussion, ni à d'autres cabinets, parce qu'on aurait pu éventuellement aussi interpeller d'autres compétences, comme l'aide à la jeunesse par exemple. Donc à ce moment-là, on a travaillé plus comme ça. On a fait des examens de législation pour des comparaisons, pour voir quel cadre est possible, les SAS, services d'accrochage scolaire, aussi examiner l'enseignement spécialisé, etc. Donc je vous passe les détails des discussions. Il y aurait peut-être un avant-projet de décret en rédaction. Voilà, j'ai vu quelqu'un du cabinet la semaine passée qui dit oui, ça se fait, mais on n'a accès à rien. Mais il semble peut-être qu'il y aura cette législature-ci quelque chose qui donne un cadre, une reconnaissance structurelle à ces projets qui sont à côté de l'école pour ces jeunes pour qui il n'y a pas de place dans les dispositifs scolaires. Voilà, une dernière chose par rapport à ces projets, c'est que pour les jeunes, qu'ils soient MENA ou pas, ça peut être très important qu'il y ait une reconnaissance de l'obligation scolaire. Or, comme on n'est pas dans l'école, ça peut poser question. Et donc, à la fois Chai, la petite école et le projet IDO sont reconnus en projet pilote comme remplissant l'obligation scolaire pour les jeunes qui fréquentent les projets. Ça, c'était important aussi. C'était aussi quelque chose qu'on a sollicité auprès des cabinets de l'administration au niveau administratif par la suite. Voilà. Merci beaucoup Sophie Hubert pour cet éclairage. Et c'est vrai sur la qualité finalement du projet IDO qui peut constituer un véritable exemple en tous les cas dans la manière de faire réseau. J'aimerais également profiter de cette intervention pour rappeler ce que Sophie Hubert a dit, notamment en matière de réseau, c'est toujours de pouvoir allier des partenaires qui sont issus de secteurs différents. Et vos interventions montrent encore combien nous sommes nombreux et les secteurs sont également nombreux, mais ça veut dire aussi tenir compte toujours des missions des uns et des autres, d'où ce projet finalement sur Liège qui vise à rassembler ces énergies, à tenir compte des spécificités de chaque opérateur,
et de s'appuyer sur leurs missions structurelles pour qu'ensemble, nous puissions proposer des solutions les plus adaptées possibles, les plus individualisées possibles également, dans l'accompagnement de ces jeunes dont les besoins ont été listés. Et je me réjouis également de voir la concordance entre cette identification faite notamment par le service des tutelles, également sur d'autres régions, et la concertation wallonne l'a également rappelé, mais de travailler finalement sur des problématiques assez complexes avec chacun notre éclairage. C'est précisément cela, la mise en réseau, et qui, à Liège, aussi présente une complexité supplémentaire, c'est la grande quantité d'intervenants, le nombre d'associations. Pour ne parler que du petit secteur de l'intégration, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une 70aine d'associations, c'est un centre régional, c'est le CETIS. Dans l'aide à la jeunesse, c'est aussi tous les opérateurs de l'aide à la jeunesse. Quand on parle de l'enseignement, c'est les différents réseaux. Quand on parle de la santé mentale aussi, c'est avec le prisme qui est le nôtre, c'est-à-dire le prisme migrant, avec des difficultés tout à fait particulières. Et merci à Sophie Hubert d'avoir rappelé que faire réseau, c'est évidemment tenir compte des spécificités des uns et des autres et ensemble porter quelque part un idéal commun. Voilà, je ne m'étendrai pas plus longtemps. Je sais d'ores et déjà, et je le remercie pour sa présence, et je sais combien le calendrier est bien rempli et complexe. Monsieur Soleiman Lakdim, délégué général aux droits de l'enfant.